59 Académie, c'est un balado organique guidé par la recherche de l'histoire de la maison dans laquelle j'ai emménagé à Sutton en novembre 2020, de celle de ses précédents occupants et plus largement de l'histoire de mon nouveau village et de ses habitants. S'il s'agit de votre première écoute de 59 Académie, je vous encourage très fortement à commencer par l'épisode prologue afin de ne rien manquer de cette savoureuse aventure. Est-ce qu'on va voir un peu plus loin? Oui, absolument. On parle, mais toi ici, c'est la première partie de l'exposition permanente. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le magasin général. Je ne sais pas si tu reconnais cet édifice-là, mais c'est la rumeur affamée. Oui. Alors ça, c'était le bureau de poste à la rumeur affamée. La rumeur affamée était un magasin général. Puis la poste était dans le magasin général. Et ça, c'était la poste, oui. Quand je te dis qu'on a quand même de la chance là, d'avoir tous ces artefacts, là, les enveloppes et des choses comme ça, les tampons, on a encore beaucoup d'éléments fort intéressants. Puis on voit également que c'était une ville plutôt anglophone. Oui, il y a le grand panneau, Post Office. Oui, parce que la majorité des habitants de Sutton étaient anglophones jusqu'à l'an 2000. 1802, Frederick Primerman. 1846, Solomon Squire. 1852, Stephen Powers. 1864, Reuben Mills. 1887, famille Sweet. 1961, Inglis Ling. 1987, Claire Potvin. 1999, Susan Briscoe. 2020, bienvenue au 59 Académie. Moi, quand j'ai commencé à skier ici, dans les années 90, parce que c'est le ski qui m'a amené forcément à Sutton, à cette époque-là, on était encore 60% d'anglophones, 40% de francophones. Okay. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les francophones ont pris le dessus. Ont pris le dessus, oui. Ce qui est arrivé, c'est beaucoup de gens comme moi ont fait la même chose. On est venu s'établir ici parce qu'on est venu skier, puis on s'est acheté cette maison, puis on est resté. Il y a un grand nombre de francophones aujourd'hui qui sont là en ayant suivi un peu le même trajet. Oui, puis il y en a de plus en plus qui arrivent. J'ai l'impression que toutes les nouvelles familles qui arrivent sont majoritairement francophones. Oui. Puis il y a aussi des retours maintenant. Dans le fond, c'est si tes parents ont demeuré ici puis que tu as fait du ski quand tu étais jeune, ben ça te tente là, de revenir, tu sais. D'ailleurs, la moyenne d'âge est assez élevée. Tu sais, moi, quand je travaillais en agence de publicité, j'aurais pas pu vivre à Sutton à cause de la distance. C'est pas loin, Montréal, c'est 1h30. Le soir et matin, 3 heures, là. Ça fait long. Ça fait un bon trajet, à moins d'avoir un pied à terre à Montréal. Puis, d'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé. Quand je demeurais encore dans la région de Montréal, on louait pour les week-ends, tout l'hiver, là, mais on venait tous les week-ends skier à Sutton. Alors, ça a été un peu le compromis qu'on a fait. Pendant une dizaine d'années, on est venu skier sans avoir un pied... c'était comme un pied à terre à Sutton, finalement. Puis éventuellement... là, je me suis séparé. Okay. Ça me prenait une nouvelle maison. Okay. Voilà. Je me suis acheté une maison à Sutton parce que je voulais pas priver mes 2 fils. Tu sais, quand tu as 2 fils qui ont commencé à skier à 8 ans puis à 6 ans, faut qu'ils puissent les parents se séparent, là, tu peux pas casser ça de même. Là, alors... Mais là, vous êtes installé 7 jours sur 7. Là. Ah oui, moi je demeure ici depuis 2002 là, à temps plein. Et vous faites encore de la pub? Oui. En télétravail maintenant? Oui. Mais ça, c'est... Je fais du télétravail depuis que j'ai quitté les agences. Moi, j'ai quitté les agences en 98. Alors, ça fait déjà quelques années. Là. Pour moi, le télétravail, c'est pas quelque chose de récent. C'est pas dû à la pandémie, le télétravail. Là. C'est vraiment un choix personnel que j'ai fait en venant m'établir à Sutton. Je suis arrivé en 2002, mais avant 2002, déjà en 98, de la maison, j'avais commencé à faire des contrats. C'est intéressant parce que j'ai travaillé quand même dans une agence importante qui s'appelait à l'époque Publicité Martin, je pense, ça n'existe plus. On avait été chercher des contrats fort intéressants dans le sens que c'était pas du commercial, mais plutôt du sociétal. On faisait de la publicité pour la Société d'assurance automobile du Québec, donc l'alcool au volant, puis le vélo, là, comme j'ai fait un slogan à un moment donné
Je le rappelle encore parce que je fais des sorties de vélo les fins de semaine. À vélo sans casque, es-tu tombé sur la tête? Philippe Laroche, médaillé d'argent Lillehammer. Quand je fais mes sauts, je porte toujours un casque. À vélo, c'est tout aussi important. Parce que lors d'un accident, les cyclistes se frappent souvent la tête sur du métal ou de l'asphalte. Ça cogne dur. Sans casque, un choc comme celui-là peut causer une fracture du crâne, une commotion cérébrale et même entraîner la mort. À vélo sans casque, es-tu tombé sur la tête? J'ai eu la chance de travailler pour des projets comme ça, pour l'assurance automobile, pour la CSST, la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Quand j'ai quitté Publicité Martin en 97, ça venait d'être vendu. Là, il y a comme tout un mouvement qui se crée au niveau des clients, tu sais, dans le fond. Alors, la CSST, puis l'Assurance automobile du Québec, ces clients-là, eux, j'avais travaillé depuis quelques années. Puis, plutôt que de rester avec la nouvelle agence, ils m'ont engagé comme pigiste. OK. Et c'est comme tu sais, c'est beaucoup moins cher d'engager un travailleur autonome que d'engager une agence de publicité. Alors, j'ai commencé ma carrière de travailleur autonome comme ça, comme pigiste pour des grandes sociétés québécoises. C'était vraiment le bonheur. J'avais des contrats extraordinaires. Ça démarre bien, disons. C'est peut-être ça l'élément fondateur de ma carrière autonome. Là, j'ai eu la chance de continuer. Puis en plus, comme je t'expliquais, le sociétal, pour moi, c'est plus important que le commercial. J'en fais des fois encore un peu, mais tu sais, jusqu'à l'année dernière, là, parce que là, ils ont trouvé quelqu'un à l'interne de bénévole pour le faire, mais je travaillais pour le Tour des Arts qui s'en vient, là. Mais tu vois, c'est commercial, mais c'est des artisans, un regroupement d'artisans, c'est culturel et tout. Alors, finalement, c'est un peu ça ce que je fais. Même quand je fais du commercial, c'est pour des organismes sans but lucratif très souvent. Puis c'est pas très payant. C'est vraiment, même je dirais, peu payant contrairement à ce que j'ai pu vivre quand je travaillais dans des agences de Montréal. Mais on s'en fout. L'argent ne fait pas tout, c'est ça? Ben, en fait, là, j'ai ma maison, j'ai 66 ans, j'ai même des pensions du gouvernement depuis 1 an. C'est-à-dire que là, donc l'argent, le loyer n'est plus un problème. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui vous allume. Oui. Tu me demandais, oui, tu fais ça bénévolement. Ben, c'est parce que j'ai la possibilité de le faire. J'ai les moyens de le faire. Puis j'ai le plaisir de le faire. C'est ça la grande histoire, là, tu sais. Mais moi, tu vois, ça, je te montre l'exposition permanente. C'est là, ça existe, mais c'est pas moi qui suis derrière ça, là. Moi, cette histoire-là, je l'aime bien. Bon, la gare, c'est la gare, là, tu sais. La gare, je me demandais parce que... Donc, elle n'existe plus, là. Ben, c'est ça, j'ai commencé à lire les bouquins de Héritage Sutton, les livrets. Ouais. Et ça a l'air qu'il y avait des Sutton Montréal, Boston et oui. Quand je t'expliquais tantôt, là, que quand les Canadiens allaient jouer... Pourquoi ils ont arrêté ça? Ce serait le fun, un train qui nous emmène à Montréal? Eh oui. Le commercial l'a emporté, la voiture a pris la place. Tu sais, dans le fond, les trains existent toujours. Il en passe 1 ou 2 par jour, mais il n'y a aucun voyageur là-dedans. Là, ouais. C'est dommage. Ça. Oui, puis tu vois, ça a été vraiment, comme c'est écrit ici, le moteur du développement. Il y a eu, selon ce que j'ai pu entendre, une guéguerre à l'époque, dans le sens qu'on voulait avoir toutes les petites villes autour, on voulait avoir la gare. Alors, on l'a arraché. 63 000 $ en 1866 pour qu'elle passe par Sutton plutôt que de passer par Donham. C'est de l'argent, là. Ouais, et c'est qui avait acheté ça? Asa Frary, c'est ça, je me souviens. Donc, Monsieur Asa Frary réussit à convaincre les élus et la population d'investir dans la Southeastern Counties Junction Railway. Alors, c'est une belle histoire. En fait, Sutton ne serait pas devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour moi, cette histoire-là est intéressante, mais c'est statique, là, dans le sens que c'est là, ça fait partie des meubles, comme on dit. Puis c'est intéressant parce que
Il y a des gens qui seraient jamais venus voir cette exposition-là, mais en passant pour aller dans la salle d'exposition temporaire, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés c'est le chemin. Ouais. Ce qu'on regardait tantôt, je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent, mais c'est une espèce de... Comment est-ce qu'on décrirait ça? Une espèce de grosse bibliothèque, mais avec des toutes petites cases pour mettre du courrier. Oui, oui. À l'époque, la personne était derrière, elle classait ses lettres. Chaque casier appartenait à quelqu'un, finalement. Mais c'était remis de main à main, là, tu sais. Au lieu d'avoir une clé pour ouvrir ta case. C'est le postier tac, 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 tout était là, tu vois, c'est même numéroté. Alors, j'ai cherché le courrier du 52. Alors, la personne prenait le 52, puis elle le passait. Tout simplement. Ah, on rencontrait des gens à l'époque. Ouais. On se parlait. On était tissés serrés. Vous trouvez qu'on l'a perdu beaucoup? Ça s'en va. Hein. Avec la pandémie, en plus, là, ces derniers mois, là, moi, en tout cas, ça me manque. Là, j'ai hâte de retrouver des étudiants. Alors ça, c'est pas commencé. Tout est encore dans mon ordinateur. Ça, donc, c'est la salle où les expositions temporaires. D'accord. Tu vois, jusqu'à récemment, on avait un piano à queue qu'on nous avait prêté, qui était ici. Là. C'est la raison pour laquelle ce mur-là c'est un mur musical, si on peut dire. Il y a plein d'affiches de concerts collées au mur. C'est des affiches de concerts, mais c'est pas n'importe qui. C'est Miklos Takacs. Miklos Takacs, il est décédé lui aussi aujourd'hui, mais c'est un chef qui est venu s'établir à Sutton. D'accord. Le piano lui appartenait, puis toutes ces affiches-là sont des affiches donc de concerts dans lesquels il a collaboré. Alors, c'est quand même un personnage important de Sutton. Alors, même si j'avais l'exposition de Falardeau dans les 3 autres murs, on avait le piano ici avec Miklos. Qui reste là. C'est impressionnant le nombre d'artistes et de figures qui sont passés par Sutton. Oui, oui, je crois que c'est attirant. Tu sais, dans le sens que les gens qui, à un moment, décident de prendre une pause, puis tout ça, puis de s'éloigner de Montréal pour pouvoir respirer un peu, créer, tout ça, ben pourquoi pas ici, là, tu sais. Comme j'expliquais tantôt, on était à 1h30 de Montréal, mais pour ces gens, tu sais, Miklos Takacs, il a quand même été dans des orchestres de Montréal, mais lui, son ressourcement, c'était ici. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu sais, quand je regarde les François Dompierre qui est venu rester ici un bout de temps également. Cet éloignement-là de la ville te donne peut-être un peu plus d'espace pour créer, pour respirer. Puis effectivement, tu sais, Monique Lérac, elle avait commencé à vivre à Sutton avant d'arrêter, mais à 65 ans, elle a décidé qu'elle arrêtait de chanter. Elle dit « Je veux pas être une vieille chanteuse ». J'ai trouvé ça sympathique comme point de vue. Mais elle a continué à faire parce que Monique, en plus, elle voulait être comédienne. Alors, elle a joué dans des pièces de théâtre, dans des films, tout ça. Elle a continué. Elle a arrêté de chanter, mais elle a continué à faire des pièces, des choses comme ça. Elle a joué encore dans quelques pièces jusqu'en 95. Puis, tu vois, elle est décédée à 91 ans en 2019. Fait qu'elle a quand même travaillé assez tard. De Sutton? Elle est restée à Sutton? Elle restait sur le chemin scénique ici à Sutton. Je crois que c'était sa retraite, elle aussi. Là, elle avait un espace avec une vue formidable sur le mont Pinac d'un côté, puis la chaîne de Mont Sutton derrière.
Je crois que c'est inspirant. Donc Monique Lérac, c'est une chanteuse qui s'est fait connaître à quelle époque? En quelle année? Elle est née en 1928. Alors, elle a commencé à chanter, puis tout ça, plus dans les années 48. Quoiqu'à 14 ans, elle jouait déjà dans une émission de radio. Finalement, elle a travaillé au début dans un club, le Faisan Doré. Puis, donc, à chanter. Mais elle voulait être comédienne. Puis là... Elle a fini comédienne, finalement? Non, elle a fait les deux. Oui, c'est un mix, finalement. Elle a été à la fois comédienne et à la fois chanteuse. Puis d'ailleurs, c'est ce qui faisait que ses tours de chant étaient exceptionnels, parce que elle jouait ses chansons quelque part, tu sais, elle les mettait en scène aussi. Tu peux m'offrir tous les soleils de l'univers. Jusqu'au Cap-Vert, de Rio à Vancouver, j'aime encore mieux mes hivers. C'est ici que j'ai envie de jouer mon avenir sur quelques arpents de neige. J'ai encore un monde à bâtir pour donner un sens à ma vie. C'est ici que je veux vivre. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, tout ça. Je crois que si on y va par capita, on est une des villes où il y a le plus d'artistes au Canada, là. Pas au Québec, au Canada. Comment ça s'explique? Parce que oui, la ville on est dans un paysage magnifique, mais Fredericksburg est super joli aussi. Ben oui. Dunham qui est très sympa. Si on compare Fredericksburg, Dunham et Sutton, le petit plus que tu as à Sutton, c'est peut-être justement le plein air. On est peut-être encore plus axé sur le plein air que tous ces autres villages. Fredericksburg, je trouve ça beaucoup plus beau que Sutton, personnellement. Comme village, puis l'architecture, puis tout ça, c'est joliment ensuite conservé, puis... mais ceci dit, c'est ça, ici, maintenant, bon, le centre de ski, on en a parlé, mais les randonnées pédestres, les sentiers, il y en a des kilomètres et des kilomètres de sentiers, et le vélo. Le vélo est devenu plus important au niveau du nombre de personnes que le centre de ski, m'a-t-on dit, là. Il y a plus de cyclistes que skieurs. Il y a plus de cyclistes que de skieurs à Sutton maintenant. Au froid bleu, au soleil blanc, c'est ici que je veux vivre. Au froid bleu, au soleil blanc, c'est ici que je sens battre mon sang. J'ai l'impression que vous êtes un gars de projet aussi, là. Vous avez besoin de créer des choses, à mettre des choses en place. Écoute, le jour où je vais arrêter, c'est parce que je vais être mort, je pense. Moi, mon père a pris sa retraite à 55 ans. Puis, ça veut dire qu'il est mort à 90. Il a été 45 ans sans travailler. C'est comme... 35 ans sans travailler. Mais 35 ans, c'est une carrière, quand on y pense, là. J'aurais été incapable de faire ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était fonctionnaire. Ouais, mais pendant sa retraite, pendant 35 ans. Il faisait rien. Faisait rien. Mais il écoutait le hockey à la télé. Puis, c'est ça, à partir de l'âge de 55 ans, là, il y avait sa maison, sa femme, sa télé. Puis c'est ça, il faisait pas grand-chose. Là. Mais il était pas malheureux. Lui, finalement, il avait sa routine, allait chercher son journal le matin avec sa voiture, il revenait, il lisait son journal. Une fois le journal fini, il regardait la télé le reste de la journée. Il regardait à 8 heures de télé par jour, mais c'est ça, moi je suis pas capable. J'ai eu l'exemple frappant de ce que je voulais pas être. C'est ça, est-ce que donc vous pensez que justement c'est en l'ayant vu que vous avez inconsciemment décidé que c'est ce que vous ne feriez pas? Peut-être. Puis mon frère, lui, il travaille en construction, alors lui aussi, on est tous les deux très travaillants, peut-être en réaction. Je sais pas. Je me suis déjà posé la question, mais j'ai pas vraiment de réponse. Étudiant, j'étais déjà directeur du journal étudiant, puis je faisais du sport, puis j'étudiais. Pour moi, c'est ma vie, là, tu sais. J'ai toujours été
sur 2 ou 3 choses en même temps. Là. Et là, tu peux voir le reste de l'exposition permanente. Alors ici, c'est vraiment les communications. Waouh! Donc là, on a des sonographes, des gramophones, je pense qu'on appellerait ça. Oui. Alors, comme j'expliquais, c'est un collectionneur quand même intéressé pour ramasser tout ça. Oui, alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Console téléphonique, là, c'est les... On voit souvent ça dans les films avec les câbles. C'est ça. Avec une opératrice. Passez-moi New York, s'il vous plaît. Exactement. Voilà. Et là, on déconnecte un câble, on le connecte ailleurs. Ça c'est vraiment à Sutton. Là. Ça, c'était à Sutton, ok. Ouais. Bureau de Sutton de la compagnie. Mansonville Utilities. Et donc, on voit une opératrice, justement. Ah, j'adore le style, les coupes de cheveux. Des femmes sur ces photos. Ça date de quelle année, ça? Il n'y a pas de... Année 1920. 50, ça, c'est 56, 26, ouais. Ah oui, 26, on voit bien la coupe de cheveux des années folles. On les imagine danser le Charleston en sortant de là. Alors, c'est ça, les premiers téléphones. Comme moi, mes 2 grands-mères avaient le téléphone semblable à ça. Une espèce de grosse boîte au mur avec le petit cône à gauche qu'on vient coller sur l'oreille. Puis on était plusieurs sur la même ligne. Alors quand il sonnait un grand coup, c'était chez ma grand-mère. Un grand coup, puis un petit coup, c'était chez ma tante qui restait à côté. 2 grands coups, puis un petit coup, c'était un autre. Autrement dit, c'est le nombre de coups. Tu sais, ça fait dring, dring, dring. Ça, c'était une tante. Mais dring, ça, c'était ma grand-mère. Sauf que tout le monde écoutait. Tu sais, il y a quelqu'un qui appelle chez grand-maman, les 3 tantes prenaient. C'est comme si c'était de la même famille, c'était pas trop grave. Là. C'est du Facebook, Facebook audio. Tout le monde savait tout. Mais en réalité, tu vois, si on retourne dans les années 50-60, il n'y a pas beaucoup de médias encore. Il y a pas. C'était la façon la plus rapide de s'informer. Le téléphone, oui. Le téléphone. 4 familles qui étaient simultanément au courant de ce qui se passait dans les 3 autres. Donc, il y avait vraiment une effervescence au niveau de l'information locale. Tu sais, ma grand-mère a eu 14 enfants, alors. On dirait une chanson de mes aïeux qui commence. mais la moitié des enfants restaient sur le même rang à Charlotte. C'était attaché à Saint-Liboire, ça. Puis quand le téléphone sonnait, puis ça marchait par bloc de 4, comme je te disais, il y avait 2 blocs de 4 où finalement tout le monde pouvait écouter tout le monde. Donc c'était une façon de diffuser l'information très rapidement. On savait aussitôt ce qui se passait chez l'une ou chez l'autre. Là. C'était quand même pas inintéressant. C'est quoi vos souvenirs de vivre dans une grande famille comme ça? Ben moi, les grands souvenirs, c'est surtout les fêtes. Quand on faisait, comme ma grand-mère, à un moment, il a fallu arrêter de faire des fêtes dans la maison parce que 14 enfants en couple qui ont des enfants. Nous, on était une petite famille, j'ai juste un frère, mais il y en avait qui avaient 6 enfants. Ça. Fait qu'à un moment, tu avais 85 petits-enfants. C'est du monde, là. Puis en plus, ça grandit. Fait que, dans le fond, quand moi j'ai commencé à aller à Noël avec une fille, là, c'était plus 85, potentiellement, il pouvait y avoir 170 personnes, potentiellement, là, remarque. Là, il fallait louer une salle de banquet, rendu là. C'est ça. À Saint-Liboire, on louait une salle, puis... Ah, c'est vraiment ça? Faut louer une salle? Oh, oui. C'était impossible de le faire autrement. Ça rentre pas dans la maison. La maison, à 100, c'était bloqué. Ben, écoute, à 100, on était déjà là, on bougeait pas trop, là. Tu sais, c'était pas une grande maison non plus, là. Il y avait 4 pièces, là, au rez-de-chaussée. C'était de la cuisine, le salon, une chambre à coucher. Tu vas pas dans la chambre à coucher. puis un autre petit salon. Alors, tout se passait dans 3 pièces. T'imagines? Puis ça, c'était quoi l'ambiance quand il y a toute la famille qui se rassemble comme ça? Ben, c'est toujours la fête, hein. Moi, en tout cas, de mon enfance, j'ai surtout vu des gens heureux.
quoi d'une famille de 270 personnes? Il y a encore des... Les contacts ne sont plus vraiment évidents, là. Je pense que j'ai gardé contact sur la gang, là, à peu près avec 10 personnes. Ah oui. En réalité, quand les grands-parents disparaissent, c'est le début de la fin, là, dans le fond, les grands-parents, c'est le lien. C'est l'endroit où, quand je te disais qu'on se réunissait et que même on ouvrait une salle, une fois que mes 2 grands-parents du côté de ma mère sont décédés, ce qui arrivait finalement, c'est qu'il y avait comme 3-4 enfants qui se rencontraient à Noël, 3-4 enfants qui se rencontraient au jour de l'an, mais il n'y avait plus la somme, il n'y avait plus de salle louée en fait. Oui. On tournait dans des maisons, mais par petits groupes. Donc, si on compare aujourd'hui puis avant, c'est complètement éclaté, là. Mon père, c'est ça, il y avait une maison à Upton. On allait à Upton, on pouvait encore voir de temps en temps mes cousins et cousines qui restaient pas loin, mais là, c'est fini. On se voit plus. La dernière fois qu'on les a vus, c'est probablement au service funéraire de mon père. C'est plate, mais c'est ça la réalité. Puis probablement que les prochaines fois qu'on va se voir, ça va être encore quand la mère de l'une ou de l'autre va mourir, là, tu sais. C'est dommage, mais ça, c'est la réalité des grandes familles aussi, là. On est rendu à un point tel où on ne va même pas à tous les enterrements, là, tu sais. Il y a des fois, je ne le sais même pas. J'apprends tout à coup que tel oncle ou telle tante est décédé. Mais... Ah non, c'est la chimie, c'était les grands-parents. Le temps fait son affaire. Ouais. Puis cette famille-là s'est dissoute, mais vous êtes mariés, vous avez eu des enfants. Ouais, j'ai 2 fils. Il y a une autre famille qui se construit. Ouais, mais mes 2 fils, tu vois, j'en ai un qui a 34 ans, puis l'autre 36. Celui de 36 ans vit à Vancouver, puis il est toujours célibataire. Puis celui de 34 vit à Montréal, puis il est toujours célibataire. Okay. Pas de petits-enfants en vie. Donc il n'y a pas besoin de louer de salle pour les repas de famille non plus. Et tu vois, même mes enfants, je les vois pas aussi souvent que je voyais mes cousins et mes cousines quand j'avais 8 ans. Là. Ah ouais. Quand on y pense, là. Moi, mon fils de Montréal, il est pas loin, mais... il est pas à Sutton tous les matins. Il a son travail, et puis il fait ses affaires. Puis... Est-ce qu'on accorde moins de place à la famille aujourd'hui dans nos sociétés? Oui, c'est clair. En fait, la famille avant, c'était incontournable parce que il n'y avait pas toutes les activités qui sont offertes aujourd'hui aussi, là. Les grandes sorties étaient familiales. Maintenant, les grandes sorties sont culturelles, sont sportives. Ma conjointe est députée de Shefford, là, qui est juste à côté. On va à la Maison de la culture de Waterloo à chaque fois qu'il y a un spectacle intéressant, au Palace de Granby à chaque fois qu'il y a un spectacle intéressant, chez Beauréal, voir des expositions. À chaque mois, il y a une nouvelle exposition qui ouvre. Alors, on est très, très branchés, mais on passe une bonne moitié de la fin de semaine à rencontrer des gens, puis à visiter des expositions. C'est très, très intéressant. J'ai rien contre, là, je m'en plains pas, mais tu vois que la famille est loin dans tout ça, là. Est-ce que ça vous manque? Écoute, ce que ça me manque, je m'en fais pas, tu sais. Dans le fond, pour moi, ce qui est important, c'est de voir que mes gars sont heureux, en bout de ligne, là. Mais merci beaucoup, vraiment. C'était vraiment plus qu'intéressant. Ça m'éclaire pas du tout sur ma maison, mais, mais ça m'éclaire beaucoup sur mon village. Alors, cette maison sweet. Ouais. Bon, ben Richard, je te souhaite une très belle journée. Le coude. Oui, fameux coude. On est au coude. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Hélène Philly FE n'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message. C'était 59 Académie, épisode 6. Merci encore à vous pour cette écoute. On se retrouve très prochainement avec de toutes nouvelles rencontres et on repart sur les traces de l'histoire de la maison, sur les traces du 59 Académie.